Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour animer cette conférence organisée par Aesio Mutuel et le Cosmos. Alors ce matin, nous allons parler de vous, vous dirigeants du sport, vous qui avez traversé 15 mois de difficultés et d'incertitudes, et à l'heure de la reprise, au travers du baromètre sur le moral des dirigeants du sport, nous avons voulu finalement comprendre vos craintes, votre état d'esprit et vos attentes. Et pour échanger parmi nous ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Merci Madame la Ministre. Je sais que vous aviez à cœur de pouvoir échanger directement avec les adhérents du Cosmos ce matin. Et donc nous aurons l'occasion de pouvoir répondre aux questions des internautes qui sont présents. Ils sont plus de 400 je crois ce matin parmi nous. Et je crois qu'ils sont en attente à la fois que l'on parle d'eux, mais aussi qu'on puisse répondre à leurs questions. À côté de la ministre, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Brottier, qui est Bonjour. président d'Aesio Mutuel et vice-président d'AMA Group. Bonjour Patrick. Bonjour. Philippe Diallo, qui est le président du Cosmos, donc qui finalement nous accueille un peu aussi ce matin parmi nous. Merci. Et enfin, Stéphane Lefebvre, qui a réalisé le sondage Aesio Cosmos sur le moral des dirigeants de l'Institut Opinionway. Donc, quelques conseils, quelques consignes supplémentaires. Donc, vous l'avez vu, cette rencontre est organisée dans le plus strict respect des règles sanitaires, puisque nous avons des plexiglas pour nous protéger et respecter la distanciation physique. Mais la réussite de cette conférence est avant tout un travail d'équipe, à la fois avec toutes les équipes qui ont préparé en amont, que ce soit du Cosmos ou d'Aesio, cet événement, mais aussi un travail d'équipe avec vous, auditeurs, ce matin à cette conférence. Nous avons besoin de vous pour commenter sur le chat les résultats du baromètre, dire si vous êtes d'accord ou pas avec les chiffres, donner vos impressions, donner vos sentiments, faire part de vos attentes et bien sûr aussi poser vos questions à la ministre. Voilà, vous avez un chat qui est interactif, n'hésitez pas à poser toutes ces questions. Vous pouvez vous voir entre vous, vous répondre éventuellement. Donc on espère que l'activité se fera aussi en ligne sur le chat. Et puis, pour finir également, vous pouvez également relayer cette manifestation et les chiffres du baromètre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à parler de vous, c'est aussi l'occasion de le faire. Ce baromètre a été fait aussi dans cet objectif. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Patrick Brottier pour un mot d'ouverture, puis à Philippe Diallo, avant de donner la parole à Stéphane pour la présentation des résultats. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux ce matin, avec le Cosmos, d'organiser cet événement autour des enjeux finalement de la reprise du sport, du monde du sport après la pandémie. Aesio, c'est une mutuelle toute neuve, mais qui a un ancrage territorial et une histoire très longue, puisqu'on est le fruit de l'évolution de mutuelles qui sont passées à l'échelle et qui ont beaucoup grandi. On est très ancré dans le monde du sport pour deux raisons. Le sport, c'est un vecteur de lien social, ce lien qui nous unit, et c'est aussi un vecteur de santé. On est partenaire de 120 clubs sur tout le territoire, clubs professionnels, amateurs, clubs masculins, féminins, handisport. Et on est très attaché à cette diversité, à cette vision inclusive du sport. On est aussi, et on est convaincu que le sport a un rôle à jouer pour rendre chacun heureux, pour le rendre aussi en meilleure santé. C'est un vecteur de santé important. On entreprend en mode normal entre 1300 et 1400 actions de prévention par an, 400 dans l'entreprise et un peu plus d'un millier en fait au plus près des populations ou via des webinaires, puisque en ce moment c'est le seul moyen qui est à notre disposition et on est très attaché à ça. On a une équipe de 40 préventeurs, on travaille avec des professionnels à l'échelon national et à l'échelon des territoires aussi pour coproduire en fait, comme aujourd'hui avec le Cosmos, un certain nombre d'actions au plus près des personnes. Et bref, on est convaincu que sport, santé, implication de nos concitoyens aussi, pour vivre mieux et vivre ensemble, c'est un élément clé dans notre société. Donc on est ravis avec le Cosmos, dont on est partenaire, de partager le fruit de cette étude avec Madame la Ministre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est au moment finalement où on va reprendre peu à peu une vie normale et je pense que les dirigeants de clubs qui viennent de vivre une période un petit peu éprouvante, comme toute la population, se posent forcément des questions. Ils sont aussi pleins d'espoir par rapport aux potentialités qui se présentent à eux. Et je pense qu'il est intéressant de mesurer aujourd'hui à quel point, quelles sont leurs inquiétudes, quelles sont les perspectives aussi qui les habitent et du coup de pouvoir interagir avec eux. On est ravis, en tout cas avec le Cosmos, d'organiser cette matinée ce matin. Mais merci Patrick. Sans plus attendre, Philippe Diallo, à vous la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis comme Patrick, je suis ravi d'être là. Je remercie la ministre aussi d'être là, puisque depuis au moins mars 2020, on a créé une relation de collaboration extrêmement étroite avec les pouvoirs publics. Et dans la crise que nous avons traversée, qui était inédite, c'est un atout essentiel
pour réussir et on se rapproche entre guillemets de la lumière, de la bout du tunnel. Donc il faut poursuivre cette collaboration. La collaboration, on l'a aussi faite avec Aesio. Patrick a rappelé ce qu'était Aesio. Et je pense qu'on est deux organisations, le Cosmos et Aesio, qui sont des organisations de proximité, qui ont un souci d'être au plus près des gens, des entreprises. Et de ce point de vue-là, on a eu, je pense, en commun l'idée de mettre en place un baromètre pour justement essayer de saisir au plus près quelles étaient les attentes des gens sur le terrain, pour essayer de répondre au mieux aux difficultés, parfois aussi de saisir les propositions, parce que sur le terrain, il y a plein de gens qui ont fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai été frappé pendant cette période de l'imagination des gens pour mettre en place des protocoles, pour adapter leur salle de sport, pour adapter leur club, pour accueillir des gens ou des pratiquants lorsqu'ils le pouvaient. Et il y a eu vraiment beaucoup d'innovation dans cette période. Donc cette proximité, je pense qu'on la partage. Ensuite, cette période, elle a été, ou elle est encore marquée par, d'une part, l'urgence de réponse aux difficultés actuelles, et à travers les chiffres qu'on voit, on voit les inquiétudes qui ont pointé chez un certain nombre de dirigeants. Et puis aussi, en parallèle de cette urgence, peut-être une vision de moyen ou de long terme qui consiste pour nous, sport associatif, professionnel, de loisirs marchands, d'avoir aussi une vision de réinvention d'une certaine manière, parce qu'on voit bien qu'à travers les outils qu'on a mis en place, à travers les difficultés rencontrées, il faudra réfléchir demain à la façon dont on va pouvoir réinventer, entre guillemets, notre relation aux adhérents, notre relation aux licenciés, aux clients, parce que même si c'est un peu tarte à la crème, effectivement, peut-être tout ne sera pas demain exactement comme ça a été hier. Alors, les outils de baromètre qu'on a fait avec Aesio, je pense, nous ont permis, ou nous permettent d'être une sorte d'outil d'aide à la décision parmi tout un panel pour, encore une fois, saisir au mieux quelles sont les attentes des uns et des autres. Donc, à travers les chiffres qui vont nous être présentés, eh bien, on aura l'occasion de réagir et puis d'essayer peut-être aussi de formuler quelques propositions pour les semaines et les mois qui viennent. Merci Philippe. Donc Stéphane, j'ai commencé la conférence par dire qu'on allait parler des dirigeants du sport. Alors on parle presque au présent puisque cette enquête, je crois, elle a été réalisée au mois de janvier ou au mois de février. Donc j'ai envie de dire, il y a peut-être un petit décalage par rapport, je ne vais pas parler d'euphorie de la reprise, mais en tout cas il y avait vraiment cette attente. Mais voilà, pour objectiver la situation des dirigeants du sport, est-ce que vous pouvez nous présenter les résultats de ce baromètre qui, a priori, est appelé à se reproduire, hein, puisque qui dit baromètre dit s'inscrire dans la durée pour regarder la comparaison entre les différents items et regarder l'amélioration ou éventuellement la dégradation au cours des années. Stéphane, à vous la parole. Avec plaisir. Merci Jean-Baptiste. Et en effet, un baromètre, puisqu'il y avait déjà eu une vague précédente en 2019, ce qui va nous permettre de voir un petit peu justement les évolutions entre le monde d'avant, le monde de la crise sanitaire et peut-être après les perspectives. Juste 2 petites minutes concernant la méthodologie avec un point important. Alors sur la cible, je pense que tout le monde voit un petit peu qui on a interrogé, hein, les dirigeants d'associations sportives, avec quand même un point d'intérêt sur les dirigeants salariés. On va y venir à la fin de la présentation, passer 2-3 minutes sur justement leur état d'esprit et voir dans quel état ils sont à ce moment-là. Mais le point important, c'est vraiment, comme le disait Jean-Baptiste, la date en fait, du terrain, 12 janvier, 2 février. Je vous remets un petit peu le contexte. 12 janvier, oui, la montée de la deuxième vague de la crise sanitaire était là. Les variants arrivaient. Le 14 janvier, le Premier ministre fait des annonces sur le couvre-feu qui a été étendu au niveau national à partir de 18 h et puis le confinement les week-ends. Donc c'est important de garder ces éléments de contexte en tête par rapport à l'analyse justement de ces chiffres et pour pouvoir mettre un petit peu en perspective. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par l'état d'esprit des dirigeants. On a noté des dirigeants inquiets malgré les mesures mises en place. Alors, vous pourriez me dire, oui, les dirigeants inquiets, bon, ok, ça c'est rien d'extraordinaire. Alors, oui et non. Oui, quand même, parce qu'on voit que 73% des dirigeants que nous avons interrogés nous ont fait des retours avec des sentiments à connotation négative.
donc quasiment 3/4 d'entre eux. C'est intéressant de comparer par rapport à la vague précédente de octobre-novembre 2019, où là, les sentiments, que ce soit positifs, négatifs, étaient beaucoup plus balancés, on était beaucoup plus équilibrés, 50-50. Là, on est passé à 27-73, avec notamment un fort sentiment d'inquiétude à 51%, qui progresse de 17 points par rapport à fin 2019. Là aussi, on pourrait se dire que ce n'est pas si surprenant vu la crise sanitaire. Néanmoins, je tiens quand même à mettre ça en relatif par rapport à une autre étude que nous menions au même moment auprès des dirigeants d'entreprise, 600 dirigeants d'entreprise que nous avions interrogés, pour lesquels il se trouve qu'on avait posé la même question à ce moment-là, sur justement leur ressenti, le sentiment de leur état d'esprit actuel. Et on voit que là où les dirigeants sportifs, on l'a vu, 51% d'entre eux nous remontaient d'une forte inquiétude, avec une progression encore une fois de 22 points. Au niveau des dirigeants d'entreprise, nous avions plutôt un sentiment de confiance qui était en tête, avec 36%, une progression de 27 points. Donc vous voyez vraiment cet écart important entre dirigeants d'associations sportives inquiets, dirigeants d'entreprises beaucoup plus confiants. Et quand on avait fait cette étude sur les dirigeants d'entreprise, en fait, on avait fait des analyses par secteur, et en fait, on se rend compte que le secteur du sport est à rapprocher des secteurs qui ont été fortement touchés par la crise sanitaire, que ce soit la restauration, que ce soit les commerces. Donc vraiment un reflet un petit peu de leur état d'esprit à ce moment-là, d'inquiétude quant à la suite, déjà au présent et à la suite. Si on regarde un petit peu ce ressenti d'inquiétude, voir où il se positionne, alors oui, bien évidemment, il y avait une inquiétude de la part des dirigeants sportifs sur l'emploi, la perspective de l'emploi, l'évolution de l'emploi, où ils voient qu'à 85%, ils sont inquiets quant à l'avenir de l'emploi dans le secteur sportif. Oui, il y a une inquiétude également sur l'évolution de l'emploi sur leur territoire, leur bassin d'emploi. Mais il y a également, même si c'est quand même à un niveau moindre, une inquiétude forte sur les perspectives à 12 mois de leur structure. Et là encore, si on met en regard, en miroir par rapport à cette autre étude que nous avions menée sur les dirigeants d'entreprise, c'est là également intéressant de voir que là où les dirigeants d'associations sportives sont confiants à 47%, les dirigeants d'entreprise sont confiants, eux, à 65%. Donc là également, 18 points d'écart. Ce n'est pas anodin. On voit vraiment des dirigeants d'entreprise qui sont beaucoup plus dans une perspective positive et dynamique sur l'avenir, plutôt que les dirigeants d'associations sportives, plus un petit peu pour l'instant en retrait. Si on cherche un petit peu à comprendre, plus creuser cette inquiétude en ce qui concerne leur structure, je vous propose de regarder plutôt en bas de ce slide-là, puisqu'en fait, on va voir que leur préoccupation principale concerne la pérennité des cotisations, le retour des licenciés des adhérents, les prestations payantes et également les financements privés. Donc on voit que clairement aujourd'hui, leur préoccupation, c'est le retour de l'activité, le retour des adhérents, le retour des licenciés dans les clubs. Est-ce que demain, les adhérents, les licenciés vont concrètement revenir dans les clubs? On le voit, les financements publics, finalement, oui, ils sont inquiets, mais ils se disent que c'était plutôt positif, hein, que 57% d'inquiets, les emplois 46% d'inquiets. On voit vraiment que là, le problème, c'est le financement et le retour des adhérents et des licenciés dans les clubs. On le voit, les financements publics à 57% d'inquiétude, donc 43% de confiance. En fait, ce chiffre-là n'est pas étonnant, puisqu'on avait posé des questions en ce qui concerne les mesures qui avaient été mises en place ou qui allaient être mises en place. Et on avait vu quand même qu'il y a eu un bon accueil, voire un très bon accueil des mesures qui avaient été mises en place ou qui étaient en cours. Notamment le mécanisme de compensation de la perte d'activité. Vous voyez que 94% des dirigeants d'associations sportives nous ont déclaré que oui, ils ont estimé qu'elles étaient utiles. Dont 46% de tout à fait utiles. Les fonds de solidarité ANS à 88% et le passeport dont le lancement a été effectif là, le 19 mai 2021 a également été très bien perçu par les dirigeants d'associations sportives. En retrait, on note un peu plus l'aide de paiement des loyers et puis les prêts participatifs. Donc vraiment des mesures qui vont dans le sens des dirigeants d'associations sportives à ce niveau-là. Si maintenant, on regarde un petit peu, là on a passé un petit peu de temps sur leur état d'esprit, ces dirigeants d'associations sportives, si on regarde un petit peu l'écosystème, les autres acteurs du secteur sportif, qu'en est-il?
on va voir que finalement la présence et le soutien des acteurs du secteur pendant cette crise ont également été appréciés par les dirigeants d'associations sportives. Alors même si je commence par un petit bémol, on avait posé une première question sur le dialogue, les relations entre les clubs, que ce soit au sein de leur ville, que ce soit au sein du département ou que ce soit également entre les disciplines. Et un petit point d'alerte quand même, on note qu'il y a une baisse de dialogue et donc de communication entre les clubs, comme si en fait les clubs, le secteur sportif commençait à se siloter un petit peu. On va le voir par la suite, il y a une très bonne communication verticale, mais peut-être une moins bonne communication transversale entre les clubs, et donc peut-être un risque derrière pourtant d'une valeur forte du sport, la solidarité, qui, on a l'impression, s'érode un petit peu pendant cette crise sanitaire. Néanmoins, quand on regarde les relations avec les autres acteurs du secteur, donc encore une fois l'ensemble de l'écosystème, là on note deux enseignements vraiment intéressants. Le premier, c'est en fait la baisse de la relation entre les dirigeants d'associations sportives, les clubs et les adhérents ou les parents de licenciés. Alors le score reste encore élevé, on est à 79%, néanmoins vous notez la petite flèche vers le bas, c'est une baisse significative par rapport à octobre 2019, moins 6 points. Et c'est également peut-être ce qui explique, qui est la source de leur inquiétude quant au retour de l'activité, quant au retour des licenciés dans les clubs. Cette relation s'est un petit peu dégradée. Est-ce que finalement mes adhérents, mes licenciés vont revenir dans les clubs, là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Le deuxième enseignement intéressant, c'est finalement cette tendance haussière que vous voyez sur tous les autres acteurs, et particulièrement pour le Cosmos, où vous voyez une progression de 10 points de score, jusqu'à 67% de retour positif sur, en effet, les relations avec le Cosmos et les dirigeants d'associations sportives. Cette bonne relation, elle vient d'où? En fait, on se rend compte qu'elle vient notamment d'un bon niveau d'information perçu par les dirigeants d'associations sportives. En effet, 90% des dirigeants que nous avons interrogés nous ont fait un retour comme quoi ils avaient été bien informés par le Cosmos pendant cette crise sanitaire. Alors, vous parliez, Philippe, tout à l'heure de collaboration avec les pouvoirs publics. Là aussi, les pouvoirs publics ont un très bon score. 70% des dirigeants estiment que là également, ils ont été bien informés. À la limite, si on fait un mini-match pouvoir public Cosmos mène 1-0 à la mi-temps, avec justement ce 90%, mais encore une fois, de très bons scores pour les deux parties. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est leur satisfaction en fait, des dirigeants d'associations sportives concernant le Cosmos. Ce n'est pas uniquement de l'information en fait, qu'ils ont eue, mais c'est également l'impression d'avoir été soutenus, d'avoir été défendus par le Cosmos auprès des pouvoirs publics. On note ici 78% des dirigeants d'associations sportives nous ont déclaré être satisfaits de la défense de Cosmos auprès des pouvoirs publics, dont 21% de très satisfaits, là aussi des scores très élevés. Donc félicitations au Cosmos pour en effet cette action qui a été entreprise pendant cette crise sanitaire. Donc fort de ces constats, il est maintenant un petit peu temps de regarder les perspectives d'avenir pour les prochaines semaines, les prochains mois, comme vous disiez Philippe, sur l'après, puisqu'on est optimiste et on voit qu'on sort de cette crise sanitaire un petit peu, et on se rend compte, si on se projette sur les prochains mois, qu'il y a quand même de bonnes perspectives à prendre en compte, des belles perspectives, peut-être pas l'euphorie, mais néanmoins quand même de belles perspectives qui peuvent donner des signes d'optimisme pour les prochains mois. Le premier d'entre eux, concerne les dirigeants salariés. J'insiste sur le fait que là, nous sommes sur les dirigeants salariés, à qui nous avions posé des questions concernant leur satisfaction, leurs recommandations. Et on note là un très fort score de satisfaction. En effet, aujourd'hui, les dirigeants salariés, 9 sur 10, nous disent que oui, ils sont satisfaits aujourd'hui de leur travail. C'est un score en progression par rapport à fin 2019, ce qui est quand même une belle performance vu la crise sanitaire qu'ils ont passée. Mais c'est surtout très intéressant dans les perspectives des prochains mois, puisque en fait, si vous avez de la satisfaction, vous avez quand même de la fierté, vous avez de la recommandation, ce fameux triptyque, et puis vous avez également finalement un entrain, une motivation, une source d'énergie qui va venir pour insuffler une dynamique dans cette reprise qui va venir dans les prochains mois. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, le socle que sont les dirigeants salariés sont satisfaits, donc plutôt motivés et prêts à partir pour la relance de l'activité.
Leur satisfaction, elle vient d'où? Elle vient essentiellement dans le plaisir du travail, le plaisir de venir le matin. Vous voyez un score très élevé, 92% d'entre eux nous disent être très satisfaits et donc avoir plaisir à venir travailler le matin. C'est pour ça qu'ils sont là ce matin, exactement. Il y en a 42% même, alors là un score encore plus élevé sur les tout à fait d'accord. C'est assez rare de voir des scores dans les extrêmes aussi élevés à 42%. Donc vraiment, c'est ce qui les guide tous les matins, c'est vraiment ce plaisir à aller travailler. On voit également qu'il y a un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle. 2 tiers d'entre eux nous disent qu'à ce niveau-là, ils sont satisfaits et ils sont d'accord avec cette affirmation. Petit point d'alerte néanmoins, ça concerne le 3e critère que nous avons mesuré, c'est ce sentiment de reconnaissance, de valorisation. Nous sommes sur des dirigeants salariés, des gens passionnés qui, ils nous l'ont dit, se réveillent le matin avec plaisir. Et la passion, oui, de quelque part, derrière, engendre aussi un besoin de reconnaissance et de valorisation plus forte. Et là, on voit en effet que de ce côté-là, ils sont un petit peu, pas frustrés, mais ils aimeraient bien avoir un petit peu plus de valorisation. Un point quand même à garder dans un coin de la tête au moment de cette reprise pour justement être sûr qu'ils seront toujours à 100% motivés pour repartir de cette reprise. Ça, c'était le premier point. Le deuxième pilier en fait, qui va pouvoir aider cette relance de l'activité sportive dans les associations sportives concerne les événements sportifs à venir. Alors, il y en a plusieurs. Oui, on est en sortie de crise sanitaire. En 2021, arrive le mois de juin, Roland-Garros, Tour de France, l'Euro de football qui arrive là prochainement, certes. Et puis, il y a quand même 2 événements majeurs qui arrivent en France prochainement. En 2023, la Coupe du monde de rugby et surtout le porte-drapeau en 2024, les Jeux Olympiques qui est à Paris. Et donc, on s'était permis de poser quelques questions là aussi qui avaient été posées en 2019 et en 2021. Et on voit quand même une évolution importante puisque vous voyez là encore une flèche verte avec une progression, donc une significativité positive. On note qu'aujourd'hui, les dirigeants d'associations sportives sont en effet à 64%, donc 2 tiers d'entre eux nous estiment que les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont aider au développement des pratiques dans les clubs avec une progression de 6 points. Donc en effet, on est là aujourd'hui dans cette attente un petit peu. Peut-être on va avoir là une phase un petit peu compliquée, on va y revenir dans la synthèse et peut-être dans la discussion, mais en tout cas des belles perspectives d'avenir pour 2024, avec notamment ces Jeux Olympiques. Et cet optimisme, il se traduit également dans cette sensation d'héritage des événements, de cet événement, puisque l'on voit aujourd'hui que là aussi, avec des scores en progression de 10 points par rapport à fin 2019, le fait que les dirigeants d'associations sportives aujourd'hui, via les Jeux Olympiques, ont le sentiment qu'il va y avoir également des conséquences positives en ce qui concerne les bénévoles, le retour des bénévoles dans les associations sportives, la pérennité des emplois et tous ces conséquences positives indirectes venant des Jeux Olympiques. Donc voilà un petit peu pour les principaux résultats de cette étude. Peut-être pour résumer 3 points de cette étude bien à garder en tête dans le cadre de notre discussion à venir. Tout d'abord, le fait que l'on a vu des dirigeants qui sont en effet assez inquiets malgré les aides publiques qui ont été bien accueillies par les dirigeants d'associations sportives. En fait, cette inquiétude, on se rend compte qu'elle est surtout liée à l'avenir, à qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'ai perdu un peu le contact avec mes adhérents, avec mes licenciés. Qu'est-ce qui va en être pour le retour de l'activité sportive et l'ouverture des clubs? Cette inquiétude, elle est légitime. Rappelez-vous, en septembre 2020, lorsque les gens ont repris leur licence pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, il y avait déjà eu un impact sur les associations sportives de mars à juin-juillet 2020. Ils arrivent en septembre 2020, on leur demande une cotisation, peut-être à 100%. Et là, de nouveau, un deuxième impact. Qu'est-ce qu'il va en être? Cette inquiétude, voilà, elle est également là-dessus et avec des conséquences bien évidemment fortes sur les finances du club. Inquiétude également liée au fait que pendant cette crise sanitaire, de nouvelles pratiques sportives ont eu lieu. On a vu beaucoup de tutos, de vidéos et puis des gens qui sont mis à faire du sport par eux-mêmes sans passer forcément par les clubs. Mais il y a quand même des leviers sur lesquels les associations sportives vont pouvoir jouer pour compter sur le retour des licenciés. On voit notamment la solidarité entre les acteurs du milieu, avec notamment le Cosmos, le pouvoir public qui avait bien joué le jeu selon les dirigeants. Et puis le bon état d'esprit aussi des dirigeants salariés, on l'a vu, ils sont motivés, ils sont satisfaits. Et le dernier point, ces fameux événements sportifs qui vont arriver là prochainement, Coupe du monde de rugby et bien évidemment Jeux Olympiques 2024. Voilà un petit peu
principaux résultats de Alors, cette merci étude. Stéphane, doublement merci à la fois pour nous avoir présenté ces résultats de manière extrêmement pédagogique, en faisant quelques allusions au sport de temps en temps et quelques métaphores sportives. Et puis pour avoir respecté le temps, ça a été vraiment parfait. Alors on me dit dans l'oreillette que le chat est assez actif, hein, vous réagissez pas mal. Préparez aussi vos questions puisque le temps des questions-réponses avec la ministre va arriver d'ici 20-25 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis je serai l'ambassadeur de vos questions directement puisque je les recevrai sur cette tablette. Alors Madame la ministre, j'ai envie de vous poser une première question. À part le fait que le Cosmos a particulièrement été performant en termes de communication vis-à-vis de ses adhérents pendant cette crise, que retenez-vous de ces résultats de ce baromètre ? Déjà, je voulais remercier Aesio et le Cosmos d'avoir effectué cette étude parce qu'elle est très complète et c'est vrai qu'on pourrait discuter au moins 10 minutes sur chacune de vos diapos. C'est vrai que pendant cette crise, nous avons eu besoin de nous rapprocher de toutes les têtes de réseau, de tous les corps intermédiaires. Le Cosmos en fait partie. Les partenaires aussi du sport en font largement partie. Et nous avons pu et dû compter sur vous pour faire passer les messages aux associations, parce que nous avons 380 000 associations sportives en France. C'est impossible au niveau de l'État de parler avec chacune d'entre elles. Et c'est pour ça qu'on doit compter sur ces têtes de réseau qui ont trouvé, je pense, et les chiffres le montrent, toute leur importance pendant cette crise sanitaire. Ce que j'ai pensé des résultats, bien sûr, nous sommes tout à fait conscients de l'inquiétude qui existe dans le monde sportif. Parce que pour capter un usager, un adhérent, il faut du temps. Il faut investir beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et que finalement, c'est ce lien social qui a été mis à mal pendant cette crise sanitaire, l'impossibilité aussi de répondre positivement à la promesse que les associations ont fait à leurs adhérents en septembre en prenant, en encaissant l'adhésion des usagers. Et comme il n'y a pas eu de mot d'ordre clair, mais c'était voulu, sur le remboursement de ces cotisations, parfois les associations se sont senties aussi démunies, ne sachant pas finalement quoi répondre aux adhérents qui demandaient maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous nous rendez l'adhésion ? Est-ce que vous nous proposez des choses ? Avec toutes les restrictions qu'il y a eu, y compris sur la possibilité de proposer complètement des activités à un moment donné, la possibilité qui leur était donnée de proposer des activités en mode dégradé, de proposer des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude aussi de proposer sur des temps qui n'étaient pas leur temps usuel de pratique. Et pourtant, un encouragement qui a été fait très fort de la part du ministère, de la part des fédérations aussi, à y aller, à maintenir le lien avec les adhérents. Et je crois que ça a été aussi le moment de se redécouvrir pour certaines associations, pour certains sports, de travailler plus et mieux ensemble. Vous l'avez vu, mais ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sur les territoires, les associations n'ont pas l'habitude de parler. Elles travaillent déjà un peu en silo. Et je crois que c'était le moment, pendant cette crise sanitaire, de parler plus avec sa municipalité, avec ses élus au sport, avec ses directeurs des sports responsables des installations sportives, et aussi de croiser beaucoup plus les activités, les regards entre les entraîneurs et les dirigeants sportifs des différentes associations. Donc il y a eu effectivement une inquiétude de perdre, et elle existe toujours, de perdre des adhérents. Avoir aussi ce sentiment de pas forcément faire les choses comme il faudrait vis-à-vis de ses adhérents. Et c'est pourquoi la mesure phare qui a été annoncée le 19 mai, c'était ce passeport, une réduction de 50 € proposée à 5,4 millions d'enfants en France, qui permettra, je l'espère, de résoudre un petit peu la partie financière, la barrière financière pour les familles de s'inscrire, de se réinscrire. Évidemment, une réduction sur laquelle nous comptons pour que les villes aussi s'engagent, pour que certaines fédérations aussi s'engagent avec des réductions supplémentaires. L'objectif étant d'arriver quasiment à la gratuité pour l'inscription en septembre pour ces familles qui sont en difficulté ou qui bénéficient de l'allocation scolaire, de rentrée scolaire, et donc à qui on permettrait de s'inscrire sans avoir à débourser à nouveau une inscription. Et puis je crois que ce que l'écosystème sportif attend aussi, c'est une réassurance des publics. Nous comptons le faire avec une grande campagne de communication qui sera relayée, je l'espère, justement par toutes les têtes de réseau, par les fédérations, par les salles de sport privées, par vos syndicats respectifs, par les partenaires privés, pour redire au grand public que le sport c'est bon pour la santé, que le sport il ne faut pas craindre de retourner dans des installations sportives, qu'on peut le pratiquer de manière sécurisée et intéressante avec un regard bienveillant
d'un éducateur sportif dans un club, une association sportive, mais qu'il existe aussi toutes sortes de pratiques, que ce soit la pratique dans un club de fitness, que ce soit une pratique individuelle, une pratique en famille aussi qui a été redécouverte. C'est vrai que cela inquiète peut-être les associations de voir aussi ces nouveaux modes de pratique qui sont apparus pendant cette année et demie. Ils craignent que les familles, les enfants, les adultes ne reviennent pas dans les associations sportives. Mais ce qu'il leur est demandé aussi, c'est de s'adapter aujourd'hui à ces nouvelles sortes de pratiques et de proposer des choses un peu innovantes. Et il y a aussi des moyens financiers pour accompagner cette transformation aussi des associations. Merci. Alors, vous avez parlé effectivement de la mesure sur le pass pour la cotisation, hein, qui est une mesure qui est importante, mais sur la question du dirigeant en tant que tel, on voit bien qu'il est aussi en manque de reconnaissance, qu'il est parfois isolé. On voit que les interactions avec les clubs au niveau local, finalement, s'amenuisent un peu aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce moral et accompagner les dirigeants au quotidien, j'ai envie de dire ? La meilleure des reconnaissances, et je le sais puisque j'ai été éducatrice sportive pendant près de 10 ans, elle vient de ses adhérents, des enfants qu'on encadre, des adultes qu'on encadre. Donc forcément, si cette activité est arrêtée, c'est normal que ce sentiment arrive de manque de reconnaissance. Quand on s'investit pour quelqu'un, on attend en retour, et c'est légitime, et heureusement ça nous arrive, ce merci dans le regard de vous être occupé de moi, de m'avoir accompagné dans ma progression individuelle, personnelle et collective quand il s'agit d'encadrer un groupe. Évidemment, les pouvoirs publics, que ce soit au niveau de l'État, des collectivités, se posent toujours la question de comment valoriser mieux, reconnaître mieux le bénévolat et l'engagement, surtout des personnes bénévoles, j'allais vous dire, plus que, encore une fois, les dirigeants rémunérés, les éducateurs sportifs, ils savent pourquoi ils font ce métier et ils savent d'où leur vient la reconnaissance. Et aujourd'hui, voilà, clairement, il n'y a plus d'activité, la reconnaissance n'est pas là. Sur la partie des bénévoles, c'est vrai que c'est un véritable problème. Nous y réfléchissons aujourd'hui avec les collectivités pour voir comment rebooster le bénévolat. Il y a dans le monde du sport surtout des personnes qui ont plus de 50 ans qui s'investissent dans le bénévolat. Certaines ont été touchées par la maladie, certaines sont rétives aussi à revenir dans les associations sportives au contact de beaucoup de personnes. C'est pour ça que nous encourageons la vaccination très fortement pour que ces personnes puissent revenir en toute sécurité, parce que sans les millions de bénévoles qui encadrent et permettent au sport de se mettre en place dans tous nos clubs, eh bien, ce sera impossible de reprendre le sport. L'étude a aussi évoqué la difficulté pour l'emploi sportif, pour ce métier d'éducateur sportif qui est de toute façon en tension, qui va sans doute l'être encore plus parce que c'est de l'emploi morcelé, c'est des petits temps, ce n'est pas des temps pleins. Nous avons un plan de relance au ministère des Sports de 120 millions d'euros qui est axé justement sur l'emploi sportif, sur l'accès à l'emploi sportif, permettre aussi d'avoir des emplois soutenus par l'État. Aujourd'hui, nous avons un grand budget, nous avons quasiment fait doubler le budget qui était dédié pour les associations sportives au soutien à l'emploi dans les associations. Nous travaillons aussi avec l'Éducation nationale et Jean-Michel Blanquer pour créer une vraie filière d'accès aux métiers du sport et aux métiers dans le champ associatif notamment. Nous avons créé dès la rentrée prochaine la spécialité EPS au baccalauréat général, la 13e spécialité, où il y aura pour des enfants de première 6 heures de sport dans la semaine, pour des enfants de terminale l'année du bac 8 heures de sport dans la semaine. Il y aura un bac pro sport également qui emmènera progressivement vers des métiers d'éducateurs sportifs, de vendeurs dans des magasins de sport, d'accueil dans les associations ou les organisations sportives, d'organisateurs d'événements sportifs, donc une vraie filière que nous voulons mettre en place avec l'Éducation nationale et qui respecte ce qui existe déjà en termes de diplômes passés au ministère des Sports. C'est une grande révolution pour la filière d'accès au métier du sport. Donc nous agissons là-dessus et effectivement sur le bénévolat, nous sommes en train de réfléchir à des mesures fortes pour la rentrée, pour au moins lancer un signal aux bénévoles, dire nous avons besoin de vous, et puis voir comment accompagner mieux les bénévoles avec de la formation et une meilleure reconnaissance qui se passera de toute manière sur les territoires parce qu'elle ne peut être qu'une reconnaissance de proximité. Alors vous avez parlé des différentes aides d'urgence qu'il y a pu avoir ces derniers mois et encore aujourd'hui avec les dernières annonces qui sont sorties récemment dans la presse. Mais dans la durée, je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui
se questionnent sur est-ce que les aides actuelles vont s'arrêter, et puis plus globalement, alors vous avez commencé à y répondre aussi, mais comment on structure cette filière du sport, notamment dans la perspective des Jeux, et puis parce que par ailleurs c'est important pour le lien social, comment on aide plus durablement les clubs et les dirigeants sportifs pour les aider à passer cette période et s'inscrire dans un temps long. Alors le secteur du sport a été aidé à la même hauteur que le secteur de l'entreprise. C'est vrai qu'on a pu voir aussi dans l'étude que les aides n'ont pas été sollicitées par tout le monde parce que parfois difficiles d'accès. Mais c'est là que vous avez joué un grand rôle pour aussi relayer les modalités mises en place par la DGFiP, par Bercy, pour pouvoir accéder à ces aides qui étaient ouvertes aussi bien aux associations qu'aux entreprises. Ça a été un total de plus de 3,5 milliards d'euros qui ont été sollicités par le monde du sport, professionnels et amateurs confondus. Il y a eu des aides d'urgence qui seront à égalité pour compenser la perte de billetterie pour le monde qui a subi le huis clos, le monde professionnel du sport, et cette aide sur le passeport qui a été annoncée à 100 millions d'euros, mais qui est aujourd'hui complètement ouverte. Si le mouvement sportif sait s'en saisir, le mouvement associatif, au total, si vous faites le calcul, 5,4 millions de bénéficiaires fois 50 euros de réduction, ça fait plus de 250 millions d'euros. Si c'est activé à 100%, ce qui n'arrivera évidemment pas sur aucun des dispositifs, mais c'est maintenant, le relais est passé au monde du sport, aux collectivités pour pouvoir se saisir de cette mesure. Donc voilà, des aides d'urgence importantes. Cette mesure du passeport, elle peut avoir vocation, si elle est utilisée, si le besoin est confirmé, à se renouveler, à être pérennisé au moins sur l'année prochaine, et puis on verra par la suite. Il y a aussi aujourd'hui une réflexion très forte sur comment activer mieux le mécénat dans le monde du sport. Vous avez évoqué tout à l'heure la crainte de voir des partenaires se désengager, des partenaires privés qui soutiennent aussi fortement le monde du sport. Je pense qu'une des mesures sera aussi de réfléchir à tous ensemble à comment valoriser beaucoup mieux des actions sociétales, sociales auxquelles le sport participe, auxquelles les associations sur les territoires contribuent et dont ils sont des acteurs majeurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons du mal à les faire valoir comme des actions qui pourraient capter du mécénat et qui pourraient être mécénées par un certain nombre de partenaires qui ne sont peut-être pas ceux qui investissent le sport pour être plutôt des sponsors du sport, mais qui demain trouveront un intérêt à venir sur ce champ sportif. Et voilà, le mécénat avec une défiscalisation possible, c'est aussi un moyen important de capter des nouveaux partenaires ou d'en garder captif un certain nombre qui voudraient plutôt se réorienter sur ce vers quoi le sport se dirige actuellement, c'est-à-dire la prévention santé, cette notion de santé publique qui doit beaucoup plus fortement progresser en France. Et la crise sanitaire nous l'a montré. Beaucoup de décès, de cas graves liés au Covid auraient pu être évités si des facteurs de comorbidité n'avaient pas été là. Et ces facteurs de comorbidité sont facilement évitables si le sport est installé dès le plus jeune âge auprès de nos enfants, dans le quotidien des personnes adultes également. Donc on doit tous travailler sur ce thème qui est clairement un thème de société. Et puis aussi ce positionnement du sport et des fédérations sportives, des associations sur les territoires, sur le champ de l'inclusion, de l'insertion professionnelle. On sait que notre société va vivre des temps difficiles pour les jeunes, pour pouvoir les emmener vers des formations, vers des métiers, notamment les publics qui ont décroché peut-être aussi pendant ces 2 années difficiles scolairement parlant. Donc le sport peut aussi jouer un rôle pour remotiver, recapter ces publics, les remettre d'aplomb, les remettre en forme et dans une dynamique positive d'insertion professionnelle, d'insertion vers l'emploi. Et c'est ce rôle-là aussi que nous cherchons à faire jouer à nos clubs, à nos associations sportives. Merci la ministre. Alors je retiens, ce n'est pas une synthèse, mais les aides publiques qui étaient là et qui seront là, la diversification des ressources des clubs et des associations, et puis la mobilisation de tous les acteurs. Peut-être une réaction également et des propositions de la part de Philippe Diallo et Patrick Brottier. Donc on va séquencer ça d'abord sur la partie 1 ou 2 réactions par rapport aux chiffres du baromètre. Puis après je vous redonnerai la parole sur la question peut-être d'une réaction ou d'une proposition complémentaire. Philippe ? Très rapidement sur les chiffres, je pense que au-delà des chiffres qui ont été donnés, je pense que ça a été dit, ce qui est important c'est quand même
la période au moment où a été fait le terrain, c'est-à-dire on est effectivement en février, c'est le début de la campagne de vaccination avec toutes les interrogations qui ont pu avoir lieu. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Parce qu'aujourd'hui, on a, à travers les calendriers donnés par le président de la République, une visibilité, 19 mai, 9 juin, 30 juin, qui permettent d'avoir une visibilité. C'est très important pour un dirigeant de pouvoir avoir ce calendrier en tête parce qu'on peut adapter ses mesures par rapport à ça. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Le deuxième point, je pense, et je trouve que c'est une fierté globale pour le secteur, c'est qu'on a traversé une crise historique, inédite, et les gens sont contents d'être dans le sport. Et je pense que moi, c'est un point que je retiens, parce que dans la reprise, et Madame la ministre vient de le citer, ce qui va être important, c'est la confiance. La confiance qu'on va avoir, qu'on va rétablir avec les familles, avec les enfants, avec les partenaires. Et ce sentiment de confiance, il est extrêmement important si déjà les gens eux-mêmes sont contents de travailler dans le sport. Donc moi, je trouve que ça, c'est un point pour moi extrêmement porteur pour l'avenir. Et puis ensuite, comme en amour, il faut des preuves d'amour. Donc pour rétablir la confiance, on se tourne un peu aussi vers les pouvoirs publics parce que pour avoir cet accompagnement, parce que malgré tout, nous ne voilons pas la face, ça va rester quand même compliqué à la rentrée. Et donc, il est nécessaire d'avoir un accompagnement. C'est pour ça que c'est important que les mesures qui ont été annoncées, elles puissent se prolonger, à mon avis, au moins jusqu'à la fin de l'année. Parce que l'objectif final, je crois que c'est le président de la République qui l'a dit lorsque vous avez présenté le passeport, c'est de faire de la France une nation sportive. C'est ça finalement l'objectif à travers les différents événements qu'on a, à travers le retour, à travers les questions de santé, c'est de penser que le sport il peut apporter en lien social, en santé, en rêve, quelque chose de positif pour la société. Voilà, c'est ça notre mission des prochaines semaines et c'est là-dessus que nous essayons de travailler avec, je dirais, des dispositifs qui sont pour moi la plupart déjà mis en place. Et puis ensuite, peut-être des points qu'il va falloir ajuster. Madame la ministre a évoqué la question du mécénat, c'est-à-dire l'accompagnement des partenaires. Je pense que c'est un point évidemment important. Et Aesio et Patrick Breutier, qui sont très impliqués auprès des clubs, certainement a un point de vue, je pense, pertinent sur le sujet, parce que c'est justement ce type d'entreprise qui investit auprès des clubs. Merci Patrick. Je vous redonnerai la parole sur la partie proposition, mais vous avez commencé à le faire presque. Patrick, et vous, le premier sentiment que vous avez eu en lisant ce baromètre? On est au croisement d'une inquiétude et d'un espoir. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on sort d'une période extrêmement difficile. Aujourd'hui, les gens ont envie de se projeter à la fois tout un chacun dans sa pratique sportive ou dans l'envie finalement d'en engager une. Par rapport à ce que vient d'évoquer Philippe, je pense qu'au moins transitoirement, c'est vrai que le fait de sécuriser les capacités de financement de la sphère privée dans le sport est un élément important que Madame la Ministre a évoqué, au moins transitoirement. Il y a deux éléments aussi qui ont été évoqués par Madame la Ministre et par Philippe qui me paraissent importants, sur lesquels peut-être on peut fonder des éléments de transformation et qui peuvent être finalement générateurs d'éléments très positifs demain. Le premier, autour de lien entre prévention santé et sport. Effectivement, c'est un élément très important. Notre pays a une forte capacité curative qui a été démontrée pendant cette crise. Il a une faible culture de prévention et on investit peu aussi sur la prévention. C'est une de ses marges de progrès. Comment demain on peut aller plus loin? Les branches professionnelles, et je sais, Philippe, ici en représente une, avait conçu, lors d'un accord national interprofessionnel, le concept de haut degré de solidarité dans le champ de la couverture complémentaire santé de leurs salariés pour proposer, sur le champ de la prévention et de l'action sociale, de flécher une partie de la cotisation sur cet enjeu et qui pourrait demain être mobilisé soit sur du financement d'actions de prévention à proprement parler, soit sur le financement de pratiques sportives. Ça pourrait être un élément qui pourrait être généralisé via le contrat responsable à l'ensemble des salariés et du coup faire un levier de financement supplémentaire, générique j'allais dire, qui serait un élément vertueux parce que ça encouragerait la pratique sportive et comme vous l'avez dit, on sait que quand même sur des temps longs, ça jouera sur nos indicateurs de santé, ça favorisera la santé de chacun et la santé de tous et ça aidera aussi les clubs sportifs. C'est peut-être la deuxième proposition que vous avez évoquée l'une et l'autre, c'est l'intérêt peut-être, dans le cadre de la transformation des modèles des clubs, des associations, d'aller vers des filières santé-sport au service de cet enjeu pour une part, qui pourrait
pour certains clubs ou pour certaines associations, leur permettre de s'y consacrer entièrement, et pour d'autres, peut-être d'élargir leur spectre, et du coup de trouver une évolution de leur modèle d'entreprise ou d'association qui pourrait s'inscrire au service de cet enjeu. Je pense que c'est une perspective peut-être à travailler pour essayer d'avoir un rebond qui nous permette non seulement de sortir de cette crise, mais aussi finalement d'avoir une dynamique qui nous embarque ensemble de manière très positive, les associations, ceux qui font du sport, les entreprises, tout le monde, quoi. D'autant plus que la France est un des pays de l'OCDE qui investit le moins en Malheureusement. prévention. Et puis peut-être, je vais vous laisser réagir par rapport à ça, parce que je pense que c'est important que les gens aient les chiffres et qu'ils puissent s'imaginer des perspectives positives, y compris en allant voir Olivier Véran pour lui dire peut-être que dans le budget de la sécurité sociale, il y a peut-être des compromis à faire pour la question de la prévention. Et puis peut-être aussi sur l'interpellation, enfin en tout cas la remarque de Philippe sur la question des partenaires, puisque Aesio Mutuelle, vous l'avez dit, 120 clubs soutenus. Est-ce que vous sentez un désarroi des clubs et des associations sur une crainte sur la question des financements privés? Alors forcément, hein, parce que là, je pense, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, lors du premier confinement, il y avait eu un coup d'arrêt, mais personne ne se disait ça va durer longtemps. Et du coup, il y avait moins d'interrogations. Et on se disait plus, on est dans une parenthèse, mais on va vite en sortir. Et finalement, ça a duré plus longtemps. La parenthèse a été plus longue que prévu. La question qui se pose à nous, c'est maintenant comment on va garder cette implication qui est, à mon avis, positive évidemment pour les clubs, mais aussi pour les entreprises, et comment on continue de faire société, comment on continue de créer ce lien, de le cultiver. Les entreprises elles-mêmes ont été mises à l'épreuve, c'est variable selon les secteurs, il y a même des secteurs qui ont pu finalement trouver des opportunités dans cette crise, mais globalement, on a vu qu'il y a des secteurs, et le secteur du sport notamment, qui a été très éprouvé. Je pense qu'au moins transitoirement, il faut réfléchir à des modalités qui permettent d'accompagner, de conforter ce lien, et ça a été évoqué par Madame la Ministre. Je pense qu'effectivement, autour du mécénat, d'un certain nombre d'incitations, ça peut être des éléments transitoirement au moins qui peuvent être très porteurs. Après, je pense qu'aussi on a tous une responsabilité. Nous, on est conscients à travers les clubs qu'on accompagne. Il y a des clubs amateurs, des clubs professionnels, des clubs féminins, des clubs handi aussi. Et ça a vraiment une grande valeur. Donc c'est vrai que les lâcher dans ce moment, si on vraiment, il faut tout faire pour rester en continuité, quitte à trouver des modalités. Et des modalités, il faut bien en trouver, bien sûr. Et je pense que ça va être important d'avoir un peu d'agilité, un peu de souplesse. Maintenant, on a de la visibilité. Et du coup, qu'il y ait finalement une certaine dynamique qui puisse se mettre en place dans la durée, ce serait assez formidable. Si on peut avoir des leviers après de transformation un peu plus génériques autour des filières, autour du système de santé lui-même, ça sera encore mieux. C'est peut-être à ça qu'il faut qu'on travaille. Nous avons engagé avec Olivier Véran et les parlementaires de la majorité un grand travail législatif sur ce point. Donc le décret qui permet faire du sport sur ordonnance sera retravaillé pour que la liste puisse être élargie, pour qu'on puisse inclure aussi au-delà des affections de longue durée et des maladies chroniques, qu'on puisse aussi introduire les personnes qui ont été malades du Covid long, et donc qu'on puisse aussi leur prescrire du sport sur ordonnance. Aujourd'hui, il y a des progrès qui ont été faits au niveau du remboursement de la sécurité sociale sur certaines maladies, notamment le cancer, pour qu'on puisse à la fin du traitement avoir un bilan circonstancié et qu'on puisse diriger ces personnes vers des activités sportives, vers des pratiques sportives adaptées au sortir de ces maladies. Et ce bilan est pris en charge par la sécurité sociale. Nous avons à côté de cela beaucoup de mutuelles qui s'engagent. Et la vôtre, nous allons signer aussi un partenariat, je crois, bientôt sur la partie sport-santé au ministère des Sports, avec une stratégie aussi qui était engagée déjà par le président de la République pendant sa campagne, de labelliser, de trouver sur le territoire et d'engendrer la création de 500 maisons sport-santé. Nous l'avons fait, nous sommes quasiment à ces 500 aujourd'hui, donc nous avons une cartographie assez précise. Nous aurons d'ici 2022 une cartographie assez précise de ces 500 endroits en France qui constituent un sas entre les hôpitaux, entre les médecins et une pratique sportive régulière et quotidienne. Et dans ces maisons sport-santé, ce sas, eh bien, les personnes peuvent avoir un accompagnement individualisé, bienveillant, au plus près de leur affection et de leur niveau de pratique pour les emmener vers une pratique régulière au bout d'un programme qui dure 4, 6 mois, parfois 1 an. Et puis derrière, nous sommes en train aujourd'hui justement de travailler avec les mutuelles à un titre interfédéral santé sur un parcours de santé de proximité qu'on aimerait pouvoir
donner clé en main aux associations sportives de territoire, leur apprendre à collaborer, plus c'est mieux, pour qu'une personne qui sorte de la maison sport santé puisse trouver près de chez elle la possibilité de faire un trimestre de marche nordique, un trimestre de piscine, un trimestre de vélo, pour arriver à moduler aussi l'activité classique des associations et l'adapter à ce public pour qui finalement le sport, quelle que soit la discipline pratiquée, n'est qu'un prétexte pour se retrouver, pour se resocialiser après une maladie, pour aussi refaire une activité physique indispensable à sa santé. Et c'est le chantier que nous engageons là pour l'année qui vient, avec une grande mobilisation des fédérations qui se sont déjà engagées sur ce thème de sport-santé, mais qui n'ont pas trouvé une concrétisation réelle des usagers qui viendraient chez eux en toute confiance. Là, avec la maille en amont de ces maisons sport-santé, il y a 70 000 personnes qui sont déjà engagées dans cette pratique adaptée, encadrée par des professionnels qui font de l'activité physique adaptée et qui sont au quotidien dans ces maisons sport-santé pour remettre les personnes qui n'ont jamais fait de sport au sport et pour prendre et accueillir les personnes qui sortent d'un traitement, d'une affection de longue durée et les emmener vers une pratique quotidienne. Donc le travail est déjà engagé. Nous avons besoin de vous aujourd'hui, des mutuelles, des fédérations, des têtes de réseau, de ce fonds dont vous avez parlé tout à l'heure, pour venir abonder, pour aider aussi les associations à proposer cette offre, ce titre interfédéral santé de proximité que nous souhaitons mettre en place. Alors justement, vous avez devancé les questions des internautes. Il y avait une question justement sur la question du sport santé, mais je pense qu'on pourrait y revenir, notamment sur la date de publication du décret. Peut-être avant de repasser vraiment formellement à toutes les questions-réponses, vous aviez encore une réaction, une proposition, Philippe? Non, je pense que moi j'ai dit, tant pis, j'ai dit l'essentiel. Non, j'ai dit l'essentiel parce que le schéma il est assez clair à mon avis. On a un calendrier. Deux, on a des mesures qui sont en cours. Il y a des ajustements à faire parce qu'il y a encore des choses où il y a des, entre guillemets, un peu des trous dans la raquette. Par exemple, on a été interpellé par tous les gens qui font du trail, du outdoor, qui sont aujourd'hui dans les choses où il faut des ajustements par rapport à leur activité, parce que c'est des activités, par exemple, annuelles. Et donc, si on rate l'événement sportif, bah, on perd un an en fait. Donc il y a encore des choses à ajuster. Il y a des problèmes techniques sur un certain nombre de dispositions. Donc ça, on travaille avec le ministère des Sports, avec Bercy pour ajuster ça. Et puis il y a la rentrée. Je le disais, la rentrée, c'est le passeport. La ministre l'a souligné, je pense que c'est un élément qui est extrêmement attendu par tous. Et les collectivités locales aussi doivent, je dirais, soutenir le projet aussi. Abonder. Je n'ose employer le terme, pour effectivement faire en sorte que ça soit le plus performant possible. Et puis après, il y a toute la partie, je dirais, sport professionnel. Salle de sport où là, il y a des problématiques spécifiques. Il y a la question du passeport. Comment on fait pour accueillir les gens dans les stades, dans les salles? Passe sanitaire, pardon. Passe sanitaire. C'est pour l'aide. C'est pour l'aide. Je sais que vous n'êtes pas trop du secteur. Voilà. Donc, passe sanitaire. Et donc, parce que c'est un vrai sujet, parce qu'on est très favorable à ça, mais il faut qu'on puisse en délimiter les usages, les contrôles, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et puis, je le disais tout à l'heure, je pense que les effets de cette crise, ils vont s'étaler encore un peu dans le temps. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une relation étroite avec les pouvoirs publics, comme je crois que ça s'est fait dans le domaine de la culture, où il y a des prolongations d'un certain nombre de dispositifs. Je pense que dans notre secteur, il est important qu'on puisse déjà aller au moins jusqu'à la fin de l'année civile pour pouvoir faire un bilan de nombre de licenciés qui seront revenus, nombre de clients qui seront revenus dans les salles de sport, et puis le retour du public. Et donc, on verra bien si entre guillemets, les chiffres d'affaires, les budgets ont retrouvé leur croissance d'avant la crise et donc n'ont plus besoin du soutien public. Parce qu'on lit les journaux et on voit aussi la situation des finances publiques et donc il y a une compréhension sur l'idée qu'il y a sur les finances publiques. Mais néanmoins, si on peut avoir cet accompagnement jusqu'à la fin de l'année, ça serait déjà, je pense, très positif. Alors justement, maintenant on va passer aux questions-réponses. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens. Notamment, vous parliez de la question du temps long. Donc je n'ai pas forcément à chaque fois le nom des personnes qui posent les questions, donc vous m'en excuserez. Mais une première question, pour que les adhérents reviennent, il va falloir être capable de leur donner de la visibilité sur ce qui va se passer en cas de énième vague. Mais pour ça, il faudrait que les clubs aient aussi de la visibilité.
quid du maintien des aides actuelles dans cette hypothèse? Alors, bon, on ne va pas espérer une énième vague, mais par contre, anticiper, c'est toujours une bonne chose. Moi, je ne sais pas, en tout cas, ce que je crois, en tout cas, c'est dans l'état d'esprit dans lequel on est, c'est qu'aujourd'hui, on doit être à 23 millions de personnes vaccinées. Je crois que le gouvernement s'est donné comme objectif qu'à la fin du mois d'août, une grande partie de la population soit vaccinée. Le pass sanitaire, les tests, le passeport, tout ça fait que je pense que quand même on peut imaginer qu'il puisse y avoir une immunité qui fasse que les publics, les pratiquants puissent reprendre dans les conditions optimales à la rentrée, quoi. C'est vrai que nous sommes confiants aujourd'hui dans l'avenir. Néanmoins, nous avons souhaité mettre quand même autour de la table les fédérations, le mouvement sportif. Nous allons le faire une fois les élections du CNOSF passées, donc plutôt fin du mois de juin, pour les inciter aussi à réfléchir aux offres d'inscription que proposeront les associations. C'est sûr que peut-être un aspect de la réassurance des publics, ce sera aussi de leur proposer des inscriptions un peu prudentes, c'est-à-dire des inscriptions au trimestre, coupées en 3, peut-être des collaborations à avoir sur les territoires entre les sports indoor-outdoor. Ça fait jamais de mal, même si on est tous confiants. Encore une fois, plus de relations entre les clubs, avoir aussi une plus grande flexibilité vis-à-vis des adhérents. C'est possible aussi grâce aux solutions numériques que les associations pourront et seront prêtes à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a débloqué un budget au total sur 2 ans de 9 millions d'euros pour aider la transformation numérique des fédérations et des associations sportives. C'est vrai que beaucoup de clubs fonctionnent encore à l'ancienne avec les chèques encaissés au mois de septembre pour toute l'année. Aussi, voilà, c'est inhérent aussi au bénévolat qui s'engage et qui ne peut pas être sollicité 3 fois dans l'année. Mais c'est vrai que c'est aussi des solutions qui peuvent être aussi rassurantes et peut-être plus engageantes même, et même plus intéressantes économiquement parlant pour des associations qui seraient susceptibles de couper leur saison en 3. Alors évidemment, on a tous envie de regarder avec sérénité l'avenir et nous dire tous que la saison 21-22 sera une année cosmique, si je peux me permettre. Mais voilà, on ne sait jamais, puisque l'année dernière, on pensait exactement la même chose. Alors justement, je vous reprends au vol, puisque vous parliez effectivement de simplification numérique, notamment le fait que les associations pouvaient faire appel aux aides qui existent pour pouvoir se transformer. Alors j'ai une remarque justement sur le passeport, avec une personne qui nous dit que c'est effectivement une très bonne mesure, mais assez lourde d'un point de vue administratif. Et d'autre part, n'est pas généralisante, alors que l'ambition générale est de faire de la France une nation sportive. Peut-être serait-il pertinent de prévoir également une mesure de déduction fiscale dans d'une partie de la cotisation, pas seulement la licence, auprès d'un club affilié à une fédération. En fait, cet internaute nous propose de dire, plutôt qu'un passeport, on fait directement ça dans la déclaration d'impôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, toutes les familles en France ne sont pas soumises à l'impôt. Alors, on peut avoir un crédit d'impôt. Et notamment, nous avons 2,5 millions de familles qui ont 5 millions d'enfants qui ne sont pas soumises à l'impôt puisqu'elles reçoivent l'allocation de rentrée scolaire. Et donc, c'est surtout une mesure sociale que nous souhaitons mettre en place avec ce passeport. C'est aux familles qui gagnent le moins d'argent que nous souhaitons nous adresser aujourd'hui. Sur la complexité de la mesure, il n'y en a pas. En fait, la personne va arriver avec son bon de réduction. L'association va produire ses bons soit auprès de sa ligue sportive, soit auprès du ministère des Sports. Et elle va recevoir l'équivalent sur son compte en banque. Donc oui, il faut envoyer un RIB. Oui, il faut envoyer ses coordonnées à quelqu'un pour qu'on vous reverse l'argent. Mais je pense que c'est le minimum. Enfin, on ne peut pas faire sans ça. C'est presque aussi simple de payer un restaurant avec un ticket resto finalement. Oui, mais même les tickets resto, le restaurant doit les renvoyer pour récupérer l'argent. Donc à un moment, si on veut, et on veut que ce soit les associations qui bénéficient de cette mesure, l'argent ira dans les caisses de l'association directement, mais ce sont les usagers qui bénéficieront de la réduction de cette mesure qu'on veut sociale. Voilà, vous avez levé en tout cas une crainte ou en tout cas une question. Alors j'ai une question d'Alexandre Duic, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, qui est manager général du club de hockey sur glace de Grenoble. Avez-vous des nouvelles de la deuxième partie de l'aide à la billetterie? Oui, alors elle va être débloquée prochainement. Pour l'instant, nous n'avons pas fini de verser l'intégralité de la première partie. Donc elle se fera exactement de la même manière que la première. Donc il faut
voilà, réenvoyer le même dossier, la solliciter. Et elle va être débloquée. Il y a un plan de loi de finances rectificatif qui sera voté d'ici quelques semaines. Et la somme sera donc inscrite dans ce PLFR et sera donc versée au ministère des Sports qui la reversera aux associations. Ok. Alors, comment mieux valoriser l'engagement des bénévoles et comment inciter les jeunes à s'engager? Alors, vous avez en partie répondu pendant votre intervention. Vous nous avez parlé notamment d'une campagne de communication. Vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus? Quand est-ce qu'elle va sortir? Oui, cette campagne de communication à destination évidemment des bénévoles pour qu'ils reviennent dans les associations. Il y a déjà aujourd'hui des spots publicitaires, qui incitent à la vaccination, qui mettent en scène le sport, qui sont sur les réseaux sociaux en ce moment, qui mettent en image et en scène différents sports et des bénévoles s'ayant fait vacciner et qui peuvent revenir au contact de jeunes. Et puis cette grande campagne de communication sera plutôt à destination des usagers, des bénéficiaires de sport, enfin des pratiquants, pour leur dire le sport c'est bon pour la santé. Et puis une mesure aussi qui est incitative aujourd'hui pour permettre l'engagement dans le monde associatif, ce sont les services civiques qui ont augmenté. Aujourd'hui nous en avons 10 000 à faire valoir dans le monde du sport. Nous avons du mal aujourd'hui à les déployer clairement parce que nous n'avons pas suffisamment de demandes de la part des associations pour qu'elles prennent des services civiques dans leur club. Pourtant, c'est une mesure qui coûte à l'association 100 € par mois, au final. Et ce sont des jeunes qui peuvent être au service des bénévoles, au service des éducateurs sportifs, pour pouvoir les assister, découvrir par là même ce qu'est la vie associative, et du coup leur permettre de basculer derrière, soit sur des premiers emplois créés au sein des associations, soit sur du bénévolat qui viendrait aussi rajeunir le bénévolat sportif en France, le féminiser. Ce sont deux objectifs qu'on poursuit aussi. Et on compte beaucoup sur le service civique, qui est encore pas suffisamment connu dans le monde du sport et que nous demandons aussi à nos corps intermédiaires, à nos têtes de réseau, de beaucoup plus populariser. Merci. Je continue les questions, si vous êtes d'accord, parce que je crois que c'était un peu le jeu d'exercice. Ce n'est pas le grand oral de l'ENA, mais voilà, si vous voulez prendre un rafraîchissement, ou si Patrick et Philippe veulent prendre la parole pour permettre à la ministre. Je pense qu'il y a 2 points de réaction. C'est d'une part, la campagne de communication elle me paraît extrêmement importante, parce que ça va, entre guillemets, on l'espère en tout cas, donner une ambiance, je dirais, vraiment de reprise. De réincitation des gens. Je pense qu'il y a pas mal de dispositifs qui sont en place. Ce qu'il faut, c'est les faire savoir. Et donc là, la campagne de communication, elle est la bienvenue. Puis après, il faut que nous aussi, on travaille parce que ça a été pointé sur les difficultés parfois d'accéder. Et ça, je pense que ça fait partie de notre travail d'être, je disais, de proximité pour aider les dirigeants associatifs à bien comprendre les dispositifs, à les aider administrativement. Et je pense que ça veut dire aller très loin finalement dans l'accompagnement, parce que quand vous êtes un dirigeant bénévole d'une association, vous n'avez pas forcément ni le goût, ni la formation pour répondre à toutes ces préoccupations financières, administratives, d'où, je crois que la ministre l'a souligné, quand même, un constat qui était un peu étonnant, c'est-à-dire que d'une part, on était en crise, et d'autre part, il restait des sommes disponibles parce qu'elles n'étaient pas demandées. Et donc ça, c'est un sujet qu'on doit réussir à traiter, et je pense que ça fait partie des éléments qu'on doit essayer de pousser, c'est-à-dire vraiment cet accompagnement au plus près des gens pour pouvoir leur permettre de bénéficier au mieux des choses qui existent en fait. Ça, c'est un problème historique du milieu associatif, que ce soit sur les aides européennes, les aides d'État, etc. Il y a toujours des difficultés de taux de recours qui sont plus faibles que la moyenne. C'est un peu le revers de la médaille du bénévolat, mais j'insiste sur le fait que c'est une médaille et qu'elle mérite d'être autour du cou des bénévoles, mais quelque part être accompagnée par des développeurs, par des jeunes qui sont aujourd'hui engagés dans le milieu associatif sur des emplois aidés, sur des services civiques. Je pense que ça va être de nature à aider aussi cette montée en compétences, et pas en compétences sportives ou d'accueil des personnes, mais surtout en compétences un peu administratives qui manquent aujourd'hui aux associations. Alors j'ai pas mal de questions qui sont relatives à la question des espaces disponibles pour faire du sport.
notamment dans l'objectif d'investir pour avoir plus d'espace, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques. Mais j'ai une question un peu plus précise de Stéphane Poupeau, président du Rambouillet Étoile Gymnique, qui explique ceci. Certains clubs aujourd'hui sont confrontés au manque de créneaux en salles spécialisées car ils partagent des lieux avec les scolaires. Comment rendre ce point compatible avec le sport sur ordonnance dans ce contexte pour obtenir des accès complémentaires en salle en journée? C'est vrai que la contrainte aujourd'hui et la tension qui existe dans les équipements sportifs interroge. Et donc c'est pour ça aussi que nous avons voulu rapprocher et rendre plus simple aussi ce lien entre le club sportif et l'école. Si nous nous sommes rapprochés avec Jean-Michel Blanquer au mois de juillet dernier, c'est pour favoriser au moins déjà dans l'école maternelle et à l'école élémentaire cette intervention des clubs sportifs sur le territoire pour venir en soutien des professeurs des écoles qui ne peuvent pas avoir toutes les compétences gymniques de tous les sports et disciplinaires de tous les sports et qui ont besoin de cet œil de l'éducateur sportif. Ça permettra de créer d'une part du plein temps dans les associations sportives parce que quand on a des éducateurs qui interviennent sur le temps scolaire en plus du temps associatif, en plus des week-ends, il faut même 2 personnes plutôt qu'une. Et puis surtout, ça créera de l'expertise autour de l'EPS, autour du sport, au sein du premier degré, où on en manque. Il n'y a pas de professeur d'EPS dans le premier degré en France. Je crois que c'est un des seuls pays, un des rares pays européens où on démarre le sport à l'école finalement de manière spécialisée seulement à l'âge de 10 ans. Et il faut que nous travaillions beaucoup plus main dans la main avec les clubs et les écoles. Une quarantaine de conventions sont aujourd'hui signées entre les fédérations sportives, l'éducation nationale, le ministère des Sports. Il faut qu'elles trouvent une déclinaison au niveau des académies régionales et des académies de chaque académie de France pour que dans chaque établissement, il y ait des liens plus forts qui se créent et que justement ces temps-là qui sont, comme dit, du temps scolaire, finalement le club s'en sente investi et s'en sente acteur. Si c'est le club qui encadre et si c'est le club qui propose des choses aux scolaires, il y aura aussi des moyens pour le club de recruter, de repérer, d'accompagner des enfants grâce à leur discipline sportive vers une réussite dans leur sport, mais aussi vers une réussite scolaire, parce que moi je crois dans la capacité des clubs sportifs à travailler aussi en alliance éducative avec les professeurs pour pouvoir redynamiser certains enfants qui sont peut-être éloignés des apprentissages qu'on leur propose et qui, grâce au sport, accrocheront beaucoup plus et mieux. Donc une des solutions, c'est aussi de ne pas voir que les publics sont cloisonnés quand ils accèdent à un équipement sportif, mais que chacun y trouve un intérêt à ce qui est des scolaires dans un équipement sportif, et inversement, ce que l'école trouve un intérêt que l'association soit présente beaucoup plus dans ces équipements et qu'il n'y ait pas de concurrence, mais au contraire une collaboration entre ces temps. Et maintenant, pour le sport santé, effectivement, ça doit être des temps négociés avec les collectivités, pas forcément dans le même équipement, puisqu'encore une fois, on n'a pas besoin d'une approche disciplinaire pour le sport santé, mais plutôt d'une approche de conviction et de motivation pour dire mon sport, ou une partie de mon sport, ou simplement le regard de mon éducateur sportif suffit à mettre en mouvement une personne qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, à remettre en activité une personne qui en a besoin après une maladie. Et ce n'est pas forcément en faisant de la gymnastique aux agrès qu'on pourra faire du sport santé dans un club de gymnastique. On peut aussi proposer des choses qui vont au-delà de la pratique purement gymnique et sportive de la gymnastique. Merci. Alors peut-être une question pour Philippe. Alors, on a beaucoup parlé de la question de la filière sport avec la ministre et avec Patrick. D'autres questions concernent aussi les pratiques plus urbaines. On voit bien qu'il y a une transformation, à la fois un potentiel quand on parle de sport santé, un potentiel d'activité importante qui pourrait répondre à un besoin, et puis également une transformation des pratiques. Donc, comment on accompagne les clubs en termes de stratégie, en termes de formation, pour s'adapter à ce monde en mouvement? C'est une question assez forte que vous posez, parce que ça mérite de leur développement. Je pense que pour essayer de résumer, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a eu un sport encadré, fédéral, dans les clubs, et puis il y a une pratique qui se fait maintenant de manière beaucoup plus libre. Et donc toute la problématique qui est posée, c'est d'une part
et peut-être que monsieur pourrait nous aider, ça nécessite de saisir les évolutions de la société dans le terme de pratique. Donc ça nécessite d'avoir un regard peut-être en termes d'études sur les comportements, sur les attentes, sur les publics qui sont différents, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le sport, c'est du plus jeune âge jusqu'aux seniors, et donc il y a des pratiques différentes. La ministre a évoqué tout à l'heure des nécessités, par exemple, d'avoir une offre d'adhésion différenciée, parce qu'on avait l'habitude dans le monde du sport de prendre une licence en septembre, puis elle fait toute l'année. Est-ce que ça correspond encore à la réalité ou à la demande des gens? Certainement que non. Donc il y a, entre guillemets, dans le monde associatif, presque une réflexion de modèle du type d'entreprise, c'est-à-dire d'être en capacité de pouvoir faire comme pourrait le faire une entreprise, et toute la difficulté, ça va être de ne pas perdre ses valeurs, mais de faire comme une entreprise d'une certaine manière, d'avoir une sorte d'étude de son marché pour pouvoir faire une offre sportive nouvelle. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Voilà. C'est toute cette analyse. De collaborer aussi avec des acteurs de territoire. C'est toute cette analyse, je pense, un peu du type entreprise qu'il va falloir mettre en place. Moi, je pense beaucoup aussi à des choses qui étaient dans le plan de relance qu'avait présenté le Premier ministre en septembre dernier sur la digitalisation, parce qu'on le voit bien à travers la crise, toutes les applis qui ont permis une pratique sportive individualisée, un contact avec des coachs en particulier, avec des points de rassemblement pour des gens qui veulent faire. Donc il y a plein de choses qui sont faites, et je pense que pour le monde associatif, cette digitalisation qui est déjà en marche aujourd'hui dans les clubs plus structurés ou dans des entreprises, elle doit aussi atteindre ce monde associatif. Je vous donne par exemple l'exemple, excusez-moi, des vacances scolaires. Ce sont des temps qui sont très peu investis par les associations. On l'a vu pendant la crise. Souvent, là, que ce soit dans les vacances de février, dans les vacances d'avril, quand la pratique a repris, c'était aussi le moyen de rattraper des séances qui n'avaient pas été faites. Et puis parfois, c'était un moyen de capter des nouveaux adhérents, des gens qui avaient besoin d'un mode de garde. Alors quand on dit mode de garde, le monde du sport se rebelle et dit non mais moi je ne fais pas de la garderie, moi je fais du sport. Mais rien n'empêche d'apprendre à faire du sport pendant des vacances en proposant en plus un accueil des enfants. C'est encore mieux parce qu'on a les enfants, j'allais dire, avec nous toute la journée, ils sont disponibles, on peut créer un lien de confiance jour après jour qui est plus difficilement mis en place quand on les reçoit que le lundi chaque semaine. Donc, ce sont des temps, comme vous disiez, Philippe, nouveaux à investir. Ce sont des questions à se poser sur, quelle est ma force? Ma force, c'est de fournir le regard d'un éducateur bienveillant qui va aider à progresser, qui va accompagner mes adhérents et mes usagers. Et ce regard, il n'est pas forcément là que le lundi de 17h à 18h. Il peut être là en virtuel, il peut être là en accompagnement par un programme, il peut être là sur des périodes plus resserrées parce que c'est des congés ou des vacances scolaires, et puis à un moment donné plus sporadiques. Donc voilà, il y a des nouvelles offres aussi aujourd'hui à imaginer, à inventer. Beaucoup d'associations y sont déjà, et cette période d'1 an et demi, il leur a déjà servi à ça. Stéphane, je compte sur vous pour donner toutes les tendances du marché sur les nouvelles pratiques du consommateur à la ministre et à Philippe. Nous, on prend aussi au niveau d'Aesio, mais c'est plutôt vous qui aurez la main. Patrick, vous vouliez répondre, je crois. Oui, parce que je pense que cette question, en fait, les questionnements qu'on a dans le monde du sport, c'est les questionnements qu'on a tout court aujourd'hui. Il y a des transformations qui sont à l'œuvre, qui sont puissantes. La technologie, c'est un levier extrêmement fort dans la santé et je pense dans l'accompagnement de la pratique sportive. Et c'est vrai que la question finalement va se poser dans le champ du sport comme dans le champ économique dans son ensemble. Ce qui me paraît important, c'est qu'au plus près des territoires, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a parfois ce déficit de transversalité d'écosystème à régénérer. Peut-être que le fait d'être en capacité de l'accompagner, ça peut être un bon levier. Je pense que la notion d'hybridation, le système français, il a ses lacunes, mais il a aussi ses forces. Dans ce que je connais le mieux, la santé, aussi dans son financement, on a un acteur qui est la sécurité sociale qui joue un très grand rôle auquel on est tous attachés. Et puis, via notre entremise, l'implication des populations, nous on a des centaines de bénévoles dans les territoires qui sont investis dans des établissements, dans des structures au plus près de populations en difficulté. C'est cette qualité-là du système et d'implication qui fait aussi société. Et moi, je voudrais juste aussi, pour être dans l'actualité, hier on faisait un webinaire autour de la santé au féminin
le cœur des femmes, puisque c'est la première cause de décès en France, les accidents cardiaques et les maladies cardiaques. On avait 650 participants, c'était assez formidable. On avait sollicité des athlètes, des joueuses de clubs partenaires, des dirigeants, des coachs, et puis aussi des personnes de la Fédération française de cardiologie et des médecins. Et ce qui a été, je pense, 2 enseignements, une motivation énorme dans la reprise de l'activité aujourd'hui. L'idée même, c'était comment on crée les conditions d'une reprise la plus sécure et la plus optimisée pour répondre à cette motivation. Et la deuxième chose, vous l'évoquiez, Madame la Ministre, c'est la capacité d'implication, de régénération que vont apporter aussi les femmes et la nécessité de le faire en lien avec tous les enjeux qu'on vient d'évoquer et puis en lien pour leur propre santé et en être actrice au plus haut point dans toutes les implications que ça induit. Je pense qu'on a un tournant et il faut le saisir. Cette sortie de crise, c'est aussi une opportunité pour ça. Je pense que c'est très important de ne pas la manquer. Moi, c'est une de mes priorités. On l'a inscrit dans la loi. Alors, on l'a inscrit dans la loi pour démarrer ce processus en disant au niveau des fédérations, des instances sportives fédérales, il faut qu'il y ait la parité dans toutes les fédérations, autant de femmes que d'hommes qui représentent le monde du sport à un niveau national, mais aussi dans les organes déconcentrés, parce que je suis persuadée de ce que vous dites. Si dans les gouvernances des fédérations, des associations sportives, il y a plus de femmes, elles vont proposer des choses qui les concernent. Et aujourd'hui, clairement, on est en train de louper quasiment une moitié de la population aujourd'hui dans le monde du sport associatif. Quand on pratique en pratique libre, il y a 50% d'hommes qui pratiquent, 50% de femmes. Quand on est dans le monde associatif, on en est encore à moins de 35% de pratiques féminines dans les clubs, dans les associations. Il y a bien une raison à cela. Soit parce que l'offre n'est pas adaptée aux besoins des femmes aujourd'hui, soit parce qu'elle n'est pas suffisamment portée au niveau de l'offre qui est proposée tout simplement par l'association en question. Et il n'y a aucune raison, d'une part, c'est une question de justice que les femmes puissent accéder à la pratique sportive et comme vous dites, même de justice par rapport à leur santé, de pouvoir accéder à ce sport au quotidien. Et puis, je pense que c'est un enrichissement aujourd'hui pour la société, pour aussi économique, pour des associations, pour le monde du sport professionnel. Donc moi, je suis assez fière de ce qu'on a contribué à faire aujourd'hui, avec y compris une structuration au niveau même des syndicats, des joueuses professionnelles qui se sont pendant la période de crise, qui en ont profité pour exister, pour avoir des accords de branche dans certains secteurs. Nous les avons aidés à parler de maternité pendant la carrière sportive, pour que la carrière sportive soit plus longue, pour qu'une maternité ne signifie pas l'arrêt de la carrière sportive. C'est valable pour le sport pro, mais c'est valable aussi pour le sport amateur et pour la maternité au quotidien, comprendre combien l'activité physique est importante pendant une grossesse, et au contraire n'est pas nuisible pour l'enfant ou pour la mère, mais au contraire est tout à fait bénéfique. Nous avons travaillé avec les professionnels de la santé et nous comptons d'ailleurs beaucoup sur les mutuelles. Si vous pouvez aujourd'hui relayer les documents que nous avons produits et effectivement parler plus, moi je serais ravie de participer à ces rencontres pour pouvoir aussi valoriser ce que nous avons fait et entendre aussi ce qu'il reste à faire, parce qu'on n'est qu'au début du chemin. Merci. Alors peut-être avant de passer au mot de conclusion, je crois que en parlant d'Opinion West, ça a donné des idées à certains internautes qui nous disaient justement, puisqu'on est là, c'est quoi votre analyse des attentes des Français? Comment voyez-vous leur pratique sportive? Donc là aussi, on n'a pas 1 heure, hein, en 2-3 minutes, si vous pouvez donner quelques éléments de tendance. En live. En live. En fait, je vais me baser sur différentes choses. Déjà sur le passage de cette crise sanitaire, où on l'oublie, hein, mais quand même beaucoup de salariés se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail chez eux, avec les enfants. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? La prolifération des vidéos, des fameux tutos. Qui n'a pas fait son sport devant une vidéo pour essayer de mesurer son cardio ou quoi que ce soit? Regardez précisément. Donc il y a eu vraiment cette explosion de vidéos sportives, en tout cas pour inciter les gens à faire un petit peu de sport pendant ce moment-là, ce qui a été utile parce qu'on voyait que le moral des salariés à ce moment-là, et donc de beaucoup de Français, hein, était vraiment un petit peu perturbé par cette crise sanitaire pour laquelle on ne s'y attendait pas. Puis il y a eu une période d'adaptation, l'intelligence humaine est faite de telle sorte qu'on arrive à s'adapter. On a réussi à faire en sorte que les Français se sont mis à faire un peu de sport, peut-être de façon individuelle. La motivation faisait qu'on pouvait ressortir, on voyait les bienfaits de pouvoir faire un petit peu de sport de son côté, avant la réouverture des salles et des associations sportives.
cette deuxième vague a mis un coup au moral à pas mal de Français, notamment aussi encore une fois en télétravail. Néanmoins, pour l'avenir, ce que je vois en fait, c'est quand même plutôt positif aussi, c'est-à-dire que la motivation elle est clé. Donc les gens, grâce aux vidéos, ont découvert le sport, ont découvert peut-être du sport pas forcément violent, mais du sport loisir, et se sont mis à faire cette pratique sportive. Et là, les clubs vont pouvoir les aider aussi avec une structure d'accueil, avec de l'émulation pour faire en sorte que les gens viennent dans les salles de sport et les associations sportives. Et puis il y a l'autre point important, c'est au niveau de la compétition, on n'en a pas trop parlé, mais il y a des sportifs, des vrais, des durs, qui sont là pour l'esprit de compétition, le dépassement de soi, le dépassement des autres, où là, pendant quand même une période longue, ils n'ont pas eu justement ce moment-là, donc ils se sont entraînés tout seuls, et là, eux, naturellement, vont revenir dans les clubs sportifs pour pouvoir se mesurer aux autres, puisque c'est cette adrénaline qui leur manque. Donc je dirais, la vidéo va aider à faire en sorte que les gens vont revenir dans les clubs sportifs aussi, que des nouvelles personnes viennent dans les associations sportives. Si vous nous posez la même question, je veux bien répondre. Ah bah, Alors, les tendances que je sens, parce que je suis une femme d'intuition, on me le dit, c'est beaucoup on note aujourd'hui. et on vérifiera. Pour le baromètre de l'année prochaine. C'est effectivement ce télétravail qui se développe, et je pense que ça va permettre au club d'aller aussi sur d'autres temps, proposer du sport entre 11h et midi, ou entre midi et 2, alors que les personnes sont à leur domicile. Donc là, il faut oser aller proposer aux gens qui sont en télétravail, qui ne sont pas forcément dans la même entreprise, ou qui n'habitent pas forcément dans sa ville, mais à proximité, des encadrements sportifs en journée. Ensuite, je pense que la pratique en famille va aussi se développer, parce que nous avons tous découvert le bonheur d'être aussi en famille. Ça a été notre baume au cœur pendant ce confinement, surtout quand on ne devait pas travailler en même temps qu'on gardait nos enfants. Mais ces moments-là, on était enfermés avec notre famille, nos enfants. On ne pouvait sortir qu'en famille pour marcher, courir, faire un peu de football ou d'autres sports à l'extérieur. C'était des moments rares, et je crois qu'on doit aller vers cette proposition d'accueillir la famille en tant que cellule sociale dans un club, arriver aussi à faire en sorte que les éducateurs sportifs transmettent aux parents des clés pour les apprentissages fondamentaux, comme apprendre à faire du vélo, comme apprendre à nager, comme apprendre à sauter, courir, grimper en toute sécurité. Je crois que c'est aussi un transfert de compétences qui doit pouvoir se faire entre les éducateurs et les parents. Et puis, ce que je disais tout à l'heure sur le mode de garde, arriver à proposer quelque chose qui dépasse juste la pratique sportive, mais qui va aussi sur du temps libre, et qui permettent aussi de collaborer avec des associations culturelles, beaucoup plus avec l'école, aller sur des dispositifs comme ceux que nous mettons en place sur vacances apprenantes, colo apprenantes, quartier d'été, donc proposer des choses en juillet-août pendant les petites vacances. Et aujourd'hui, travailler sur ce qu'est le sport et le tourisme, c'est-à-dire des vacances sportives. Je crois que les gens ont peut-être, je ne sais pas s'ils auront encore envie de partir loin de chez eux, mais peut-être de redécouvrir, repartir petit à petit progressivement autour du domicile. Et puis cette activité sportive essentielle pour la santé, je pense que vraiment ça va faire tilt dans la tête des gens, et qu'il faut aller sur ce champ de la santé et investir aussi les temps des vacances des gens pour leur proposer une initiation à des pratiques sportives, ou simplement une inscription pour une semaine, pour 15 jours à une activité, et la possibilité derrière soit d'en faire une activité pérenne, ou soit d'y toucher que pendant les vacances. Et enfin, ce que vous disiez sur la compétition, je pense que cette notion de défi personnel est quelque chose qui va se développer de plus en plus, de se dire, voilà, mon défi à moi, c'est simplement déjà d'arriver à me lever de mon canapé, et puis de monter à pied mes 3 étages pour arriver jusqu'à mon appartement. C'est déjà un défi personnel. On n'a pas besoin de traverser, d'aller en Antarctique à la nage, ou traverser à pied de monter l'Everest, mais simplement d'avoir son défi à soi, mais cette notion de dépassement de soi pour se tester, pour voir où on en est, de sa santé, de sa volonté aussi, et où on en est dans sa vie. Je pense que le sport est un bon moyen de mesurer ça, et j'espère que ce sont des pratiques qui vont se développer et que les acteurs vont s'en saisir. Bon, ben merci en tout cas pour ces propos. On va faire un dernier mot de la fin pour chacun des participants. Je pense que cet échange a permis de mettre en lumière un certain nombre d'opportunités et de donner espoir. Donc
J'espère que les participants ressortiront gonflés pour la suite et l'avenir, même si bien sûr tous les problèmes ne sont pas réglés. Il y a des questions qu'on n'a pas pu vous poser au regard des délais, mais si vous voulez bien, on vous donnera le script de l'ensemble des interventions qu'il y a pu avoir sur le chat. Et voilà, comme ça on pourra vous le transmettre et vous pourrez en prendre connaissance au calme et quand vous aurez un petit moment pour le faire. Patrick, peut-être un petit mot de la fin? En fait, c'est pas un mot de début, c'est un mot de rebond. Oh, pas un mot de fin, un mot de début plutôt. C'est un mot de rebond. Voilà. C'est plus fort que moi. Parce que je pense que c'est important dans une séquence comme celle-là. Je trouve que c'est une belle opportunité qu'on a aujourd'hui. On a plein d'incertitudes, il y a plein de difficultés, c'est évident. Mais on a aussi beaucoup d'éléments pour finalement avoir des leviers de transformation atteignables, quoi, et finalement qui nous impliquent tous. Donc à nous de nous en saisir pour ce qui nous appartient. Et j'espère aussi être force de proposition sur des choses qui sont là aussi atteignables, soutenables, parce que je pense qu'il faut qu'on le mesure bien. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse, nous. On est convaincus, comme vous, Madame la Ministre, que sport et santé, c'est très lié. La prévention, ça doit devenir finalement quelque chose qui est un élément de construction aussi, qui n'était pas assez et qui doit le devenir davantage. On a vu finalement qu'il y a une aspiration autour de ça qui traverse la société. Il s'agit juste de la traduire, cette aspiration, dans des modalités concrètes, avec la technologie, avec des éléments de partage, avec des éléments d'offre dans les clubs, les associations qui peuvent aujourd'hui évoluer. Et ça peut être aussi, pour ces acteurs du sport, un élément de transformation très positif aussi, au-delà de la crise assez difficile à subir pour le secteur. Jusqu'ici, avec des leviers qui sont intéressants à mon avis pour la suite. Donc nous, on est ravis d'avoir été le partenaire de cette étude. On continuera d'accompagner le Cosmos, non seulement dans le baromètre, mais peut-être aussi, je pense, dans des éléments pour essayer de voir comment on peut favoriser les écosystèmes au plus près des territoires ou des secteurs. Ça peut être des éléments, si Philippe le souhaite, sur lesquels on peut travailler ensemble concrètement. On sera à disposition sur cet enjeu, en tout cas. Merci Patrick, puisque c'est vrai que Aesio est l'assureur de la branche du sport. Donc on ne l'avait pas dit jusqu'à présent. Donc aussi, je voulais quand même le dire. Présent dans ce... Philippe? Non, mais je pense que moi j'ai deux éléments de réflexion à la fin de ce débat. D'une part, c'est que on a un élément malgré tout d'urgence qui reste en place, c'est-à-dire la nécessité de continuer à accompagner l'ensemble des structures, parce que la crise a quand même été violente, dure, elle n'est pas terminée. Et donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de dirigeants, d'entreprises, de clubs, d'associations qui restent dans la difficulté. Et malheureusement, cette difficulté, elle va se prolonger. Et donc, il ne faut pas nier cet aspect-là. Et donc, l'accompagnement qu'on a essayé d'évoquer sur plusieurs aspects, il est indispensable. Ensuite, plus profondément, je pense que j'ai une conviction, mais je pense qu'elle est partagée, c'est que les fondamentaux du sport restent forts. C'est ça qui, je pense, est le message le plus important pour l'avenir. Il reste fort parce que, je ne sais pas si j'ai la même intuition que la ministre, la même qualité, mais en tout cas, ce que je perçois, c'est que, on l'a vu dans l'étude, des gens le sport conserve son pouvoir d'attractivité. Il conserve son pouvoir d'attractivité sur la jeunesse, et ça, c'est porteur d'avenir aussi. On a des compétiteurs, on n'en a effectivement pas forcément parlé, mais les compétiteurs, c'est ceux qui donnent l'envie. C'est les champions qui, à un moment, donnent l'envie à des jeunes. Et donc ça aussi, c'est important d'avoir des équipes ou des sportifs individuels. On va avoir plein de grands événements sportifs en France parce qu'on a un savoir-faire. Ils donnent la part de rêve qui donne envie aux enfants de s'impliquer. Ensuite, je pense qu'il y a un élément important ou des jalons qui ont été posés. On a beaucoup parlé de la santé. Je pense que c'est un thème qui s'est imposé. L'école, parce que là aussi, c'est l'avenir d'une activité, elle repose sur l'école. Et là, il y a à la même ministre des éléments qui ont été vraiment mis en place. C'est pour ça que je dirais qu'à court terme, en ce qui me concerne, il y a un effort et un défi à relever qui est de maintenir le secteur, d'accompagner les entreprises. Et puis à moyen et long terme, j'ai par contre un optimisme ou une volonté d'optimisme parce que je pense que ces fondamentaux sont bons pour le sport et que cette crise, si elle a eu quelque chose de bon, ça peut être permis aux Français qui n'y avaient pas pensé avant, qui n'avaient pas pratiqué, de se dire finalement,
la sédentarité, ce n'est pas une très bonne chose et je serai en meilleure santé physiquement et mentalement si je fais de la pratique sportive. Merci Philippe. Un petit mot Stéphane, juste 1 minute avant de laisser la parole à la ministre. Toujours 1 minute. On a dépassé de 3 minutes le temps. Alors, très rapidement, en effet, santé et sport, on voit bien la forte corrélation entre ces deux mots, hein, santé et sport. Un mot qu'a dit Madame la Ministre, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est cette crise sanitaire a apporté énormément de nouvelles choses, a cassé les codes, notamment dans la nouvelle organisation du travail. On le voit beaucoup dans d'autres études que l'on fait par ailleurs. Vous me demandiez d'être sur ce sujet-là. Et c'est vrai que ça va être important dans le renouvellement des associations sportives. On était très traditionnellement sur un modèle mercredi, samedi, dimanche. En fait, demain, les associations sportives, ça va être beaucoup plus tout le long de la semaine, puisque je vais avoir peut-être 2 heures de disponible, en effet, le mardi ou le jeudi, voire le vendredi soir. Et donc, je pense qu'en effet, là, il y a vraiment quelque chose à rechercher dans ce renouvellement et cette nouvelle organisation des associations sportives pour accueillir les gens qui souhaitent à tout moment venir faire du sport, parce que le faire tout seul, c'est bien, mais il y a un toit de verre que l'on veut casser à un moment ou à un autre. Et c'est grâce à ces associations sportives que l'on peut se surpasser et aller plus loin. Voilà. Parfait. Pour la minute. Parfait. Madame la Ministre. Un seul mot, fin. hein, un seul mot, Non, vraiment. prenez votre temps. Je voulais dire merci. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui ont été là pendant cette période très compliquée pour tout le monde et aussi pour le monde du sport. Je dirais pas plus pour le monde du sport parce que voilà, c'est surtout le domaine de la santé qui en a bavé clairement et qui a vécu très durement, et puis évidemment toutes les personnes qui ont été malades et qui sont décédées de ce virus. Donc merci d'avoir été, de rester en vie, de rester actif, de rester motivé pour l'avenir, d'avoir été aux côtés des gens, d'avoir su préserver ce lien social qui a été mis à mal. On a vu pendant cette crise combien il était important d'accompagner les acteurs dont le cœur de métier, c'était l'autre. Et c'est le cas de nos associations sportives, c'est le cas de nos éducateurs sportifs, c'est le cas de nos bénévoles. Et je suis très confiante dans l'avenir par rapport à tout ça. Je pense que c'est cet état d'esprit qui va ressortir dans les prochaines années, qui va être au cœur de la société. Et en tout cas, nous, au ministère des Sports, on y croit, on accompagne ces acteurs pour que déjà ils passent le cap. Et un grand merci aussi, comme j'ai commencé à le dire, à toutes les têtes de réseau, dont les partenaires privés du sport, dont les corps intermédiaires aujourd'hui, qui ont été tellement importants pour gérer cette crise. Et puis à tous ceux qui mesurent tout ça aussi, parce que c'est important d'avoir un retour. Et c'est vrai qu'on peut pas prendre des décisions à un niveau d'État si on ne connaît pas l'état des troupes. Et aujourd'hui, je crois que les troupes, elles ont été bien maintenues en activité et en vie. Et on fera ce qu'il faut avec le secteur privé, avec les pouvoirs publics pour maintenir le sport voilà, central et comme élément moteur de notre société. Merci à tous et à toutes. Et puis, on vous communiquera les résultats complets du baromètre. Je pense, on vous fera un mail ou en tout cas, ils seront disponibles sur le site du Cosmos ou d'Aesio. Merci à tous. Au revoir. Merci.